Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. Et la vérité, elle ne se trouve pas à la télé. Il faut chercher un peu mieux. On va parler de l'allocution présidentielle d'hier, mais avant cela, il est nécessaire de faire un petit retour en arrière. Car dans l'histoire ô combien florissante des mensonges d'État, la soirée du 28 octobre restera pour moi comme une apogée. Macron nous a annoncé le confinement 2 en expliquant qu'il n'y avait absolument aucune alternative possible. Pire, il nous a sorti la phrase fatidique « Pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine ». Ça y est, j'ai trouvé le plus gros mensonge jamais itéré par un homme politique dans notre pays. En imposant cet objectif de descendre à 5000 malades en réanimation, le président reconnaît que la première cause de l'incapacité à faire face à l'épidémie, c'est le manque de lits à l'hôpital. On le sait depuis le mois de mars. Or, qu'a fait le gouvernement en 6 mois? Il n'a créé que 1000 lits. L'Allemagne l'a fait en 1 mois, la Chine en 1 semaine. Est-ce que c'était vraiment la priorité en France? Le gouvernement a plutôt passé son temps à créer des lois immondes, inutiles et liberticides. Ah oui, là ils ont été efficaces. La première, interdiction de l'hydroxychloroquine, le seul médicament efficace connu à l'époque. Et on veut nous faire croire que la priorité c'est la vie des Français, mais arrêtez! La deuxième, loi Avia pour censurer les médias alternatifs. Tous ceux qui oseraient questionner les actions du gouvernement. Oui, parce que vous comprenez, en pleine pandémie, on n'a pas le droit de dire que c'est bizarre que le gouvernement nous interdise d'acheter des masques pour les rendre obligatoires 3 semaines après. Ensuite, loi sur la réforme du chômage. Bien sûr, quand tout le monde perd son job, empressons-nous de diminuer les allocations. C'est logique puisque nous avons tant de respect pour la personne humaine. De toute façon, ils auront qu'à traverser la rue, les chômeurs. Ah non, c'est vrai, on n'a plus le droit de traverser la rue si on n'a pas de travail. Pour continuer dans l'absurde, la loi sur l'allongement de la durée pour l'avortement. Mais évidemment, puisque la vie humaine est si importante, on peut désormais tuer un bébé de 4 mois, normal. Et la petite dernière, là c'est le pompon sur le McDo, la loi de sécurité globale. On interdit aux journalistes de filmer la répression. Le gouvernement veut pouvoir arracher des yeux, des mains ou tout autre membre aux gilets jaunes si jamais il revenait un jour. Franchement, quand on regarde ce qui a été accompli au niveau de la répression et de la censure, par rapport à ce qui était accompli au niveau des hôpitaux, on est en droit de se questionner sur les véritables priorités de nos dirigeants. C'est pourquoi je voudrais pousser un peu la réflexion et essayer de comprendre la véritable raison de ce deuxième confinement. Au fond, on en revient toujours à la question de base, à qui profite le crime? Pour cela, on va faire un petit bilan à ce jour. Confinement 1, 55 jours, confinement 2, 30 jours. Et c'est pas fini. Mais on peut déjà compter que pour l'année 2020, on a eu 3 mois complets, soit un trimestre entier enfermé chez nous sans travailler. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'économie? La population active représente 30 millions de Français. Selon l'Institut Montaigne, parmi ses actifs, un tiers a un job qui lui permet de télétravailler. Je vais être optimiste, on va dire qu'ils ont tous travaillé à 100% pendant cette période. Je vais également considérer que les secteurs autorisés à ouvrir ont travaillé à 100%. Donc, sur les 20 millions qui ne pouvaient pas télétravailler, ont eu l'autorisation d'ouvrir. Les stations-service, les transports en commun, les commerces et réparations d'informatique, les bureaux de tabac et kiosques, les associations caritatives, les pharmacies, les magasins de bricolage et jardinerie, les transports de marchandises, les garages et centres de contrôle technique, les assistantes maternelles, les commerces d'alimentation, les écoles, le BTP, et dernier mais pas des moindres, le personnel soignant. Total 5,6 millions. J'en ai sûrement oublié. Allez, disons que j'en ai vraiment oublié, je rajoute 50%. Donc, en plus des télétravailleurs, 8 millions de Français ont pu travailler pendant le confinement. Admettons. Ça veut dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'il y a quand même 12 millions de Français qui n'ont pas pu travailler pendant tout un trimestre cette année. Quelles conséquences? Si je schématise, le monde de l'entreprise se divise en 3 catégories. Les PME, les grosses entreprises et les énormes entreprises. L'impact sur les PME est catastrophique, surtout pour les 1 million qui ont été créés en 2019 ou début 2020. Celles-là, elles ont plus que leurs yeux pour pleurer. Les autres, un peu plus anciennes, mais qui n'ont pas les 3 mois de trésorerie suffisante pour continuer après le confinement, elles vont couler en 2021. Dès qu'il faudra payer les généreux reports de charges de Macron. Pour les grosses entreprises, c'est pas beaucoup plus glorieux. Elles vont survivre, certes, mais elles vont licencier. Même si ce n'est que 10% de leur masse salariale, ça va faire encore des millions de Français sur la paille.
Et les énormes entreprises, elles vont rafler la mise. Et c'est justement à ça que servent les confinements. Instaurer une concurrence déloyale entre les multinationales et les petites entreprises familiales. 1. On interdit aux petits de travailler et les géants récupèrent tous leurs clients. 2. On donne des millions en subventions aux grosses boîtes et à peine 1500 balles aux petites. 3. On favorise les entreprises étrangères qui ne payent pas d'impôts en France. Et le petit plus de Macron, l'État se permet de définir pour toi ce qui est essentiel ou pas, histoire de bien t'enfoncer. Non seulement t'es réduit à la pauvreté, mais en plus on te retire tes libertés. Mais revenons sur ces points en détail. 1. Donc tu as un petit commerce qui est essentiel pour toi déjà, pour avoir de quoi bouffer à la fin du mois. Essentiel pour ton village, qui a déjà de moins en moins de commerce au fur et à mesure des années. Essentiel pour la diversité des produits. Bref, c'est pas la question. L'État a décrété que ce n'est pas essentiel. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il est ? Le petit resto quartier, à mort. Par contre, le McDo, ça reste ouvert 24/24. Ah, c'est vrai que c'est essentiel la malbouffe américaine en ce moment. La petite boutique de jouets en bois fabriquée de manière artisanale, à mort. Par contre, Amazon, essentiel. Aucun contact humain, des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Les salles de spectacle, on ferme. Par contre, Netflix, en avant. Tout ça, c'est calculé. Il y a un transfert des clients depuis leurs commerçants habituels vers les mastodontes internationaux. Le point commun entre McDo, Amazon, Netflix, ils ne sont pas français. Ils ne payent pas d'impôts chez nous. Mais le gouvernement a décrété qu'ils étaient infiniment plus essentiels. Bon, là vous allez me dire, je ne suis pas objectif. Il y a aussi des entreprises françaises qui sont sauvées de la crise. Et je ne vais pas vous contredire. Mais quelles entreprises françaises ? Uniquement les plus grosses. Celles qui de toute façon pouvaient survivre. Celles qui avaient assez de trésorerie pour tenir 6 mois sans revenu. Il n'y a qu'à regarder les parachutes dorés qu'ils offrent à leurs PDG quand ils se font virer. Renault, 5000 licenciements. La Halle, 2500. Elior, 2000. Auchan, 1500. Total, 1000 licenciements. Bridgestone, 850. Danone, 500. Ce qui me choque, c'est que ces entreprises ont reçu des millions d'euros d'aide. Et pourtant, elles licencient. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en faillite ? Peut-être pour quelques-unes, mais pour au moins la moitié d'entre elles, les licenciements sont le fait de fusions-acquisitions dont les décisions ont été prises avant la crise du Covid. Et les actionnaires, eux, ils reçoivent bien leurs millions comme d'habitude. Et vous avez remarqué, toutes ces entreprises sont restées ouvertes pendant le confinement. Alors les petites boîtes qui ont été obligées de fermer, qui n'ont pas reçu ces millions, vous croyez sérieusement qu'elles vont pouvoir rouvrir l'année prochaine ? C'est tout simplement du crime organisé. On fout les gens à la rue pour que les quelques gros patrons s'en mettent plein les poches. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les quelques milliardaires qui creusent toujours plus le fossé entre les riches et les pauvres. Ceux qui font de l'évasion fiscale, ceux qui ne respectent aucune règle, ceux qui ont mis Macron au pouvoir pour continuer à s'enrichir, même si ça doit coûter la vie à quelques dizaines de milliers de personnes. Tout ça, c'est calculé. Le confinement 1, comme le confinement 2, était la seule solution pour faire couler les petites entreprises, pour faire accepter des baisses de salaire à ceux qui gardent leur travail, pour racheter des concurrents au plus bas prix, pour remplir les poches des actionnaires, pour augmenter les impôts de la classe moyenne. Et pour enlever aux Français toute velléité de liberté, écoutez ce que notre Macron a sorti sans sourciller devant les caméras. On s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Donc, on doit abandonner notre liberté parce qu'on n'a pas le choix. C'est la crise qui veut ça. Et nous devrions nous estimer heureux, car Jupiter, du haut de son ciel, a daigné abaisser ses regards vers nous, les petits chiens que nous sommes. Merci, Président. Ma laisse mesurait 1 kilomètre, elle va maintenant en mesurer 20. Mais quel honneur pour le mécréant que je suis. Non, je ne suis plus un homme, je ne suis plus libre. Ma vie se résume à attendre, être passif, sans rêve, sans projet. Je ne peux pas me projeter dans l'avenir puisque tous les 15 jours, je suis dans l'attente des nouvelles directives de mon maître. Sans perspective, je deviens léthargique et du coup, je ne réfléchis plus. Attends. Allez, on va faire un petit effort. Essayons de réfléchir un tout petit peu. J'ai parlé plutôt des capacités d'accueil en réanimation dans les hôpitaux, parce que c'est quand même le cœur du problème. Macron l'a confirmé hier.
Il n'y aura pas de déconfinement tant qu'on ne descendra pas en dessous de 5000 en réanimation. Il a confirmé dans le même discours le plan de relance de 100 milliards d'euros. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Avec seulement 1 milliard, on peut construire un hôpital de 6200 lits. On pourrait donc régler le problème en un mois et en dépensant 1% de cet argent public. Et sans créer les millions de chômeurs qu'on va avoir en 2021. Ça, c'est une solution alternative parmi d'autres. Il y en a des dizaines. Mais le président les a toutes balayées en se félicitant encore une fois le 24 novembre. Oui, nous avons fait les bons choix. Oh oui, nous avons été formidables dans la gestion de cette crise. C'est sûr que du point de vue des Illuminati, tout s'est passé à merveille en 2020. Rien de tel qu'une crise mondiale pour pouvoir apporter une solution mondiale en 2021. Et pour notre élite, il n'y a qu'une seule solution envisagée, les vaccins. Ah, il n'est pas obligatoire, mais l'Union européenne en a acheté 1,4 milliard de doses pour une population qui fait 500 millions d'habitants. Cherchez l'erreur. Avant même de savoir s'il est efficace. Les essais ne sont pas terminés et ils veulent vacciner massivement dans moins d'un mois. Mais le vaccin, au fond, ce n'est qu'un détail. Le véritable problème, c'est cet état d'urgence qui est sans cesse prolongé. Il ne faut pas oublier que la principale conséquence de l'état d'urgence, c'est qu'il donne tous les pouvoirs au président de la République. L'état d'urgence annule la loi de séparation des pouvoirs et instaure une dictature. Ces choses doivent arriver. Ces choses vont empirer. Aujourd'hui, ce n'est qu'au niveau de la France. Ensuite, ce sera au niveau européen, puis au niveau mondial. La parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse nous décrit qu'à la fin des temps, et on s'en rapproche, les événements nous le montrent, un dictateur mondial prendra le total pouvoir sur la population. Comment ? En apportant une solution mondiale à une crise mondiale. Ce n'est pas forcément la situation que nous vivons actuellement, mais ce sera exactement le même schéma. L'Antéchrist va créer le chaos pour rétablir ensuite l'ordre et se présenter comme un sauveur. Et il faudra du discernement pour ne pas le suivre comme un mouton, car tous ceux qui le suivront connaîtront la perdition éternelle. Mes amis, je vous laisse avec ce verset, 2 Corinthiens 11, verset 14. Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Soyez en paix.